Alors, je vous prie de m'excuser, mais les conditions d'enregistrement de ce premier podcast sont catastrophiques parce que, d'une part, je suis pas chez moi, je suis aux États-Unis, je suis dans un basement, et ensuite, j'ai acheté ce micro, je sais même pas s'il fonctionne bien, je sais même pas si la qualité de la caméra va être cool, mais c'est pas ce qui compte, c'est vraiment ce que je vais dire et la valeur que je vais vous apporter à travers cette vidéo. En tout cas, bienvenue sur cette première vidéo et cette nouvelle chaîne YouTube. C'est pas la première chaîne YouTube que je fais. J'en ai fait plus d'une dizaine depuis 15 ans, puisque ça fait 15 ans que je suis dans la tech et que je crée du contenu. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'échec. Parce que oui, à travers les 10 chaînes YouTube que j'ai créées et toutes les vidéos que j'ai produites, en fait, la majorité n'ont pas fonctionné pour plein de raisons dont on pourra discuter peut-être plus tard. Mais il y en a une qui a fonctionné et c'est peut-être pour celle-là que vous me connaissez, ça s'appelle Code with Guillaume, où il y a plus de 185 000 abonnés à l'heure où je parle, où je donne des cours de code en anglais. Parce que c'est ma profession, c'est ce que je fais depuis des années. Et pour en arriver là, en fait, j'ai dû créer du contenu pendant plus d'une dizaine d'années. Et ça, c'est la triste réalité, en fait, de la création de contenu. La vérité, c'est que, en fait, la création de contenu, c'est pas simplement tourner et cliquer sur poster. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus de travail. Et c'est exactement ce que je ne veux pas faire à travers cette nouvelle chaîne YouTube. L'idée, c'est de créer une vidéo et là, je pense à 4-5 personnes à qui je vais la donner, mais s'il y en a plus, tant mieux, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. L'idée, c'est de créer simplement un moment où je discute avec vous d'un sujet et simplement de le poster comme ça. Je ne vais pas l'éditer, je ne vais pas essayer de revenir sur ce que j'ai dit et tout le reste. Je veux que ce soit, comme on dit en anglais, raw, c'est-à-dire en cru, on dirait cru, brut de décoffrage, comme ça. Voilà. Donc, l'échec, en fait, c'est quelque chose d'hyper important. Et je sais qu'en France, par exemple, on ne le valorise pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Ou du moins dans le monde francophone en général. Ça, c'est un vrai problème parce que l'échec, ça prouve quelque chose. L'échec, ça prouve qu'on a essayé et qu'on n'a pas réussi. Et on n'a pas réussi pour une raison, et cette raison doit être une leçon qui va nous permettre d'avancer. Donc si vous avez compris ce que je viens de dire, l'idée c'est que dans la vie, en fait, il faut avoir le maximum d'échecs et il faut essayer le maximum. Et ce qu'il y a de triste la plupart du temps avec les gens, c'est qu'ils n'essayent pas assez. Et comme ils n'essayent pas assez, et bien en fait, leur vie ne change pas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement triste. Après, je comprends que les gens n'aient pas envie d'essayer, de par leur nature, de par leurs angoisses, de par leur vécu. Ils n'ont pas envie de se prendre des murs, ils ont peur de ce que les autres pensent d'eux et tout le reste. Mais le problème, c'est que quand on veut que sa vie s'améliore, quand on veut que la vie change, quand on veut avancer, quand on veut lancer un projet, que ce projet fonctionne, qu'on avance, qu'on progresse, que notre vie s'améliore, eh bien, il faut prendre des risques et donc forcément vivre des échecs. Et c'est en vivant le maximum d'échecs qu'on apprécie de plus en plus les échecs. Donc, je donne un exemple. Là, je fais cette vidéo. Franchement, j'ai rien préparé du tout. Donc, je parle à la volée. Je vais peut-être dire des conneries, je vais peut-être dire des trucs que je vais regretter. Peut-être que plus tard, quand je vais regarder cette vidéo, en fait, la vérité, c'est que je ne la regarderai pas, mais quand je vais regarder cette vidéo, je vais peut-être regretter ce que j'ai dit, et je vais me dire c'est un échec. Et ben, au final, je m'en fous, parce que je me rends compte que plus j'essaye de choses, plus ça va m'apporter quelque chose. J'en suis certain. Quand je vais poster cette vidéo, je vais l'envoyer à 3-4 personnes, et il se peut que vous soyez 12-13 à la regarder, et en fait, voilà, ça m'aura apporté 12-13 personnes qui vont me donner un avis sur ce que j'ai fait. Ben moi, je vous encourage à faire la même chose. Je ne vous connais pas, je ne sais pas quel est votre projet, je ne sais pas quelle est votre vision de la vie, je ne sais pas à quel stade de vie vous en êtes, quel âge vous avez, mais moi, je vous encourage en fait à prendre des risques, avancer dans la vie. Ça paraît débile ce que je vous dis, ça vous paraît bateau, mais en fait, malheureusement, moi je vois beaucoup de gens de mon entourage qui ne le font pas, et on se sent un petit peu un ovni quand on est comme moi, à faire des choses comme ça, à s'exposer et tout le reste. Mais en fait, moi, c'est mon moteur. C'est mon essence de lancer des projets, de faire des choses et tout le reste. Donc, l'échec, c'est quelque chose que j'ai connu et je vais vous en parler de suite parce que moi, des échecs, j'en ai eu plein.
Mais en fait, je m'en fous. J'en parle même pas avec douleur, j'en parle même pas avec honte et tout le reste. Je m'en fous aujourd'hui. Peut-être que si vous parliez à moi d'il y a 10 ans, je m'en foutrais pas, mais aujourd'hui, je m'en fous. Mais l'échec, c'est quelque chose de primordial. Alors, je vais donner un premier exemple. Euh, et bon, c'est très lié à mon histoire perso, mais moi, j'ai commencé en fait à l'ordinateur en 1996. J'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Je vais en avoir 37. Mes parents, ils ont acheté un HP, un ordinateur HP au géant Casino, euh, pas loin de chez moi. Et ils ont amené ça à la maison. Et mes parents ont été assez visionnaires à l'époque, puisqu'ils ont dit il va, il va devoir s'en servir. Il va devoir s'en servir, donc il faut lui mettre dans les mains. Et l'informatique, ça a toujours été une grosse passion. À partir de là, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo. Et à l'époque, il y avait le premier StarCraft qui venait de sortir. Et il y avait aussi Diablo. Et j'ai commencé à jouer à ça, j'avais 8 9 ans. Et c'est par le jeu vidéo que j'ai vraiment découvert l'informatique. Et à l'époque, l'informatique, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Il y a très certainement des jeunes qui vont m'écouter ici. Je veux pas faire le vieux ou quoi, hein, mais à l'époque, l'informatique, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Vous achetiez un ordinateur, la plupart du temps, c'était un PC. Mac n'avait pas le succès qu'ils ont aujourd'hui. Et sur ce PC, il fallait le configurer, mettre votre propre fond d'écran. Il y avait plein de choses à faire, en fait. Et à l'époque, moi, j'ai réussi, je ne sais pas pourquoi j'avais une appétence, j'étais jeune, à vraiment prendre en main l'ordinateur et ça surprenait mes parents. Et ça m'avait, je me souviens, un peu donné un sentiment de supériorité. Pas de supériorité, mais une force. Je me suis dit, ah, mais moi j'arrive à m'en servir et mes parents, ils n'arrivent pas à s'en servir. J'avais quelque chose, tu vois. Mais à l'époque, on ne savait pas que le web allait devenir ce qu'il allait devenir. On ne savait pas que l'informatique allait avoir un tel impact dans la vie de tous les jours. Là, aujourd'hui, j'enregistre ce podcast sur un ordinateur, je sais m'en servir et tout le reste. Plein de gens font ça, plein de gens créent du contenu parce que l'informatique a évolué jusqu'au niveau où elle est aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, il y avait très peu d'e-commerce et tout le reste. Et j'ai commencé en fait un petit peu à apprendre à bidouiller les fichiers des jeux vidéo pour changer les couleurs des personnages, pour en fait débugger des jeux qui avaient des problèmes. À l'époque, il y avait des fichiers DLL, kernel, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y avait des problèmes comme ça. Et c'est de cette façon-là que je suis rentré dans l'informatique et l'ordinateur. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer à des jeux en ligne. Et à travers ces jeux en ligne, j'ai rencontré des gens à l'autre bout du monde. Mes parents n'y croyaient pas. Ils me disaient, mais c'est pas possible, les gens ils peuvent pas être en ligne comme ça. L'Internet, c'était quelque chose, hein, fin des années 90, début des années 2000. Et c'est de cette façon-là que je me suis un peu ouvert au web et au monde, entre guillemets. Quand l'e-commerce est arrivé, c'est un peu plus tard. C'est dans les années 2005-2006. Je vous passe toute la période MySpace, Facebook, Caramel, MSN. Les anciens reconnaîtront tous ces vieux softs. WinRAR, Napster, tout le reste. Euh, quand, quand on est arrivé aux années 2005-2006, l'e-commerce a commencé à péter. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à lancer mes premiers projets en ligne et que j'ai commencé à vendre. Et en fait, à l'époque, j'avais un grenier rempli de saloperies, plein de trucs à vendre, et j'ai commencé à les vendre sur Le Bon Coin. Le Bon Coin existait déjà à l'époque. Je crois que c'était, je vais pas vous dire de bêtises, mais je dirais 2006-2007. Je ne sais même pas si c'était Le Bon Coin. Je crois que c'était sur eBay que j'ai commencé vraiment. C'était sur eBay. Et, en fait, j'ai commencé à vendre des trucs. Et quand j'ai commencé à encaisser de l'argent, là, des petites babioles, hein, à l'époque, 20, 30, 40 euros, je les envoyais par la poste. Je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment moyen de gagner de l'argent en ligne. Et c'est là que je me suis dit, je peux vendre des trucs que j'ai chez moi, mais je peux aussi lancer mes propres projets. Et je me souviens que mon père, il avait une collection de 300 vinyles que j'ai commencé à vendre et à écouler sur Internet. Via Le Bon Coin, je les envoyais partout en France, ou alors des fois des gens venaient le chercher chez moi. Et parmi ces vinyles, il y avait un vinyle qui a vraiment pété. C'était un vinyle de Mylène Farmer, qui était extrêmement rare. Si je me souviens bien, je l'avais vendu 1500 euros. C'était une dinguerie parce que les autres vinyles, je les vendais 3, 4, 5 euros, voire même 10, 12, 15 euros. Mais celui-là, il avait vraiment pété parce qu'il était vraiment rare. Et il a fallu, en fait, que je me lance dans le commerce en ligne, que je me lance sur Internet,
pour me rendre compte qu'en fait, on avait un vinyle hyper rare dans notre collection. Et ça a été un vrai déclic. J'ai utilisé cet argent-là parce qu'à l'époque, j'ai utilisé cet argent-là pour l'investir dans la création de mes premiers skateboards que j'ai vendus en ligne parce qu'à cette époque-là, j'avais une période où j'étais un peu fan des longboards et à l'époque, c'était dur de trouver des longboards en France. Et je me suis dit, je vais utiliser cet argent-là pour fabriquer des longboards et les vendre. Donc je suis descendu en fait à Leclerc, pas loin de chez moi, et j'ai acheté du contreplaqué parce que comme j'étais un petit peu bricoleur aussi, je me suis dit, je vais faire mes propres planches et j'en avais fait 7 ou 8 et il me semble que j'en avais vendu à peu près le même chiffre. Et j'avais vendu des longboards. Pour ce qui était des roulements, je les avais commandés au Canada et je les recevais et je les montais et j'en avais vendu quelques-uns comme ça par internet. Et ça, c'était en 2007-2008, j'étais encore en terminale à l'époque, au lycée. Il faut se dire que tout ça, c'était quelque chose de très nouveau. Et c'était assez fun comme histoire, mais en fait, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché parce que j'avais mal fait mes calculs. Les roulements que j'achetais au Canada, ils étaient trop chers. Je vendais pas assez cher le skateboard, ça me prenait trop de temps, c'était n'importe quoi. Mais c'était une bonne expérience. Ça a été mon premier échec. Cette histoire de skateboard, je l'ai abandonnée et je l'ai pas faite. Et voilà. Ça a été un premier échec et c'était un échec très difficile. Pour l'époque, je vais vous expliquer pourquoi. Non pas parce que personne ne voulait acheter de skateboard, de longboard, mais parce que je me suis rendu compte que j'allais pas gagner énormément d'argent à faire ça. Et ça a été dur dans ma tête parce que à l'époque, ma motivation, c'était quand même de gagner de l'argent. Et je me suis rendu compte que créer une entreprise, créer un produit de zéro et bosser là-dessus, en fait, c'était beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Et à l'époque, moi, j'ai été encore au lycée. J'ai jamais fait d'études de commerce, j'étais pas en école de commerce ou quoi, hein, c'était vraiment le tout début. Je me suis vraiment heurté à un mur et je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, j'étais vraiment naïf. En fait, hum, c'est trop dur en fait de lancer une entreprise et de lancer un produit en ligne. Il y a plein de paramètres qui sont difficiles. Il y a la vente en ligne, parler aux gens, créer le produit, s'assurer que le produit soit de qualité, la logistique. Ça a été vraiment une école. Je me suis heurté en fait à tout un tas, une galaxie de problèmes qu'il allait falloir résoudre. Euh, et, et ça a été un peu une désillusion. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que je devrais trouver un job. Il s'avère qu'après ça, je suis devenu étudiant. Et en fait, j'ai commencé à vendre cette fois-ci des produits digitaux en ligne. Donc à l'époque, il y avait WordPress qui marchait bien. J'ai créé un premier thème WordPress que j'ai commencé à vendre. Ça s'est plutôt bien vendu. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ouf. Plutôt que de créer des produits physiques, je peux créer des produits en fait digitaux qui se vendent en ligne. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de concurrence. Il y a toujours de la concurrence dans les produits digitaux. Vendre des templates en ligne, c'est très concurrentiel et à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup de marketing et c'était le début de Twitter. Alors, ce qu'il y avait de cool, c'est qu'à l'époque, sur Twitter, il n'y avait pas grand monde. Et comme il n'y avait pas grand monde, c'était facile d'avoir des likes, de se faire voir et tout. Mais le problème, c'est que la majorité des gens qui étaient sur Twitter n'étaient pas là en France pour l'e-commerce, ils étaient là pour la politique. Et c'était compliqué de les transformer. Donc j'ai abandonné ces templates WordPress et ça a été mon deuxième échec. Ça a été mon deuxième échec. Pourquoi cette fois-ci? Parce que j'étais trop isolé et j'arrivais pas à capter une audience en ligne. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, il fallait, à l'époque, 2008 à 2012, il fallait parler aux gens pour pouvoir en fait tout simplement vendre et tout simplement créer une dynamique autour de son entreprise et de ce qu'on voulait vendre. Bon. Mais à l'époque, j'étais étudiant et je n'étais pas étudiant en école de commerce. Attention, moi, j'étais étudiant en lettres modernes. Donc, j'avais ni les techniques, ni les codes, ni la connaissance, ni le relationnel, ni le mentorat, ni rien. Et à l'époque, le web n'est pas ce qu'il était aujourd'hui. Il n'y avait pas de vidéo YouTube pour vous apprendre à faire tout ça. C'était autre chose, c'était un autre monde. Ça a été mon deuxième échec. Mais celui-ci, il a été moins dur parce que je me suis dit que j'allais me relancer immédiatement sur un autre projet. Et là, je me suis lancé sur un projet qui a marché bien plus. Ce projet-là, ça a été l'édition de livres en ligne. À l'époque, j'étais étudiant en lettres modernes, je lisais beaucoup de livres et j'écrivais beaucoup. Et mon objectif, c'était d'écrire mon premier roman. Et j'ai donc écrit mon premier roman qui s'appelle, et qui est toujours en vente d'ailleurs, qui existe toujours, qui s'appelle Le Clairvoyant. Et
je l'ai envoyé à des maisons d'édition. J'ai reçu énormément de refus. J'ai reçu peut-être une ou deux acceptations, mais en fait, au final, j'ai pas voulu me lancer. Parce qu'en faisant les calculs moi-même, je me suis dit que si j'arrivais à vendre mes livres moi-même, je pouvais faire une marge énorme. Le livre, c'est un produit sur lequel on peut faire des marges énormes. Qu'il soit digital ou physique, c'est un incroyable business. Donc là, je me suis dit, je vais créer ma société d'édition de livres qui s'appelle Mary's Hair, qui s'appelait Mary's Hair. Je me souviens plus vraiment de la raison. En fait, j'ai une très mauvaise mémoire. Je sais même pas pourquoi je fais un podcast et je parle de ça, parce qu'en fait, j'ai une très mauvaise mémoire, mais bon. Et en fait, cette maison d'édition, elle avait un seul objectif, c'était publier mes romans. Et j'avais en tête une trilogie, d'écrire une trilogie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'en ai écrit que 2. J'ai jamais écrit le troisième. Peut-être un jour, je l'écrirai. Et de publier moi-même mes livres. Et pour ce faire, j'avais décidé d'éditer moi-même mes livres, les imprimer, éditer moi-même mes livres. À l'époque, il n'y avait pas Amazon Kindle. Ou Amazon Kindle, elle est arrivée peut-être 1 ou 2 ans après. Aujourd'hui, avec Amazon Kindle, vous pouvez aller directement sur la plateforme, vous copiez-collez votre texte, vous faites votre couverture, et votre livre, il est auto-imprimé dans une usine et envoyé directement à vos clients. Donc, j'ai en fait écrit ce roman, qui a été déjà une première montagne à franchir, parce que l'écriture d'un roman, c'est quelque chose de gigantesque. Et surtout quand on est comme moi, en fait, passionné de littérature et qu'on lit depuis des années, en fait, l'écriture de ce roman m'a pris plus de 12 mois, si je me souviens bien. Ça a été quelque chose d'extrêmement long, extrêmement laborieux, où tous les soirs, tous les week-ends, je mettais ma petite bougie, j'écrivais mon truc, c'était vraiment cliché. Mais j'ai peut-être réécrit ce roman 100 fois. Vraiment. Avant d'avoir une version que je me suis dit qui allait être, en fait, qui allait être potable. Et une fois que je l'ai eu, j'ai cherché un fournisseur, quelqu'un pour imprimer les livres. Et là, ça a été une deuxième montagne à franchir, parce que je me suis rendu compte qu'en France, tous les imprimeurs prenaient une blinde pour imprimer des livres, et surtout que moi, je voulais pas énormément de tirage. Mon objectif, c'était d'avoir 3-4 cartons chez moi et de les envoyer par la poste quand les gens me payaient sur PayPal. Et la vérité, c'est que j'ai pas trouvé d'imprimeur en France. J'ai trouvé un imprimeur en Arabie Saoudite à l'époque qui était en fait extrêmement compétitif, qui pouvait imprimer 10 fois moins 10 fois moins cher que les imprimeurs en France. Mais la vérité, c'est que en fait, je ne pouvais pas imprimer 200 exemplaires, il fallait que j'en commande 20 000, quelque chose comme ça à l'époque. Moi, c'était impossible que j'en commande 20 000. Déjà, je n'aurais jamais su où les poster, où les, pardon, où les conserver. J'avais pas de lieu ni rien. Et ensuite, en fait, à l'époque, j'avais pas trop d'ambition. Je pensais pas que j'allais en vendre ce que j'en ai vendu, mais je me disais pas, je vais en vendre 20 000. Je me disais, mais je me retrouve avec des livres sur le dos. Ça a été un autre problème qui m'a amené à l'échec que vous allez entendre. C'est que j'avais pas de vision, j'avais pas d'ambition. Et aussi, l'autre raison, c'est que en fait, c'était un petit projet et que j'avais pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Et ça a été ma deuxième erreur. Quand on lance un projet et qu'on n'investit rien dedans, on n'en retire jamais rien. On va en parler après. Et donc, finalement, j'ai trouvé une troisième solution qui a été d'imprimer ces livres en Allemagne. Et ça tombait bien parce que, en fait, après mon année d'Erasmus, en Angleterre, à Londres, je suis parti vivre à Berlin pendant 2 ans. Et c'est là que j'ai rencontré mon imprimeur et c'est là que j'ai pu donner vie au projet et imprimer ces livres et me retrouver avec plus de 500 exemplaires à vendre. Pour commencer. Et là, j'ai exploité Twitter. 2013-2014. Alors, la communauté française sur Twitter avait grandi depuis que je vendais des skateboards. Et c'est là que j'ai créé un compte qui a plus ou moins marché, on va dire, puisque j'étais à 3-4 000 abonnés à l'époque. Aujourd'hui, ça représenterait peut-être 10 000, 15 000, je sais pas, en termes d'audience. Et ainsi qu'Instagram d'ailleurs. Instagram, j'avais moins de monde, j'avais plus misé sur X. Enfin, X aujourd'hui, mais Twitter à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé en fait à parler de mon livre et commencer à contacter beaucoup de lectrices qui avaient des chaînes YouTube et où je leur envoyais mes livres. Et d'ailleurs, si elles regardent cette vidéo, je leur passe le bonjour. Ça fait des années, peut-être plus de 12 ans en fait, que je vous ai contacté et que je vous ai envoyé mes livres. Et ça a marché. La vérité, c'est qu'en moins de 1 an, j'en ai vendu 2500 exemplaires dans plus de 12 pays.
grâce à Twitter. Et tous les jours, j'avais des commandes sur PayPal et je recevais l'adresse et je les mettais sous une enveloppe et je l'envoyais et c'est parti en Roumanie, en Algérie, en Russie, au Brésil, aux États-Unis. Et ça a été une véritable réussite. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit en me disant, mais en fait, quand on s'acharne, quand on a une stratégie, quand on répète, quand on itère, on arrive forcément à un résultat. Ce résultat, la majorité du temps, ça n'est jamais l'objectif qu'on s'est donné. Mais j'y suis quand même parvenu. 2500 exemplaires vendus. Vous avez compris que la première fois, j'en ai imprimé 500. Il a fallu que j'en recommande 2 fois, où j'ai reçu d'ailleurs chez ma mère des cartons. Et il en reste quelques-uns d'ailleurs, que je ne vends plus, mais peut-être que je les revendrai un jour. Et ça a fonctionné, ça a été un véritable succès. Et ça a été aussi un succès financier, puisque en fait, comme un livre me coûtait 1,40 € et que je le vendais 10,50 €, quelque chose comme ça, mais je faisais une marge énorme de 90%, un truc comme ça. Et donc en fait, j'ai quand même engrangé pas mal d'argent, ce qui m'a permis en tant qu'étudiant de vivre. Alors je ne vais pas vous dire combien, je pense que après la dépense, l'investissement et tout, j'ai dû m'en tirer à 5 000 - 6 000 € de gains à l'époque, mais pour un étudiant qui commençait, c'était pas mal sur 6 mois. Évidemment, je travaillais l'été, mes parents me soutenaient financièrement aussi pour vivre, mais ça a été vraiment un vrai succès en fait, de générer cet argent-là. Ça a été mon premier succès. Mais là, vous allez me dire, mais Guillaume, tu as dit que c'était un échec, pourquoi tu dis que c'est un succès maintenant? Ça a été un succès parce que j'ai pu en fait par la suite écrire un deuxième livre qui s'est appelé Le Monstre, que j'ai vendu un peu moins, mais qui en fait a été la suite du premier roman et qui m'a prouvé que je pouvais refaire ça une deuxième fois. Donc une deuxième fois, j'ai revendu Le Monstre et je me suis dit, mais en fait, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai une maison d'édition, je pourrais faire ça toute ma vie, c'est génial. Et pour une raison inconnue, peut-être pas inconnue, j'ai abandonné. Je pense que j'ai abandonné parce que même si j'ai eu du succès, au fond, je me disais, c'est pas possible que ça marche en fait. Je pense que je croyais pas assez en moi. Je croyais pas assez en moi et surtout je me disais, l'argent que j'ai gagné, je veux pas le réinvestir. Et ça a été les 2 erreurs capitales qui ont fait qu'en fait cette maison d'édition n'a pas continué à éditer de livres. Et là, je suis sûr que les auditeurs, là, vous devez vous dire, mais en fait, t'es complètement bête. Enfin, je veux dire, la première année, tu fais 2 fois 5 000 - 6 000 €. T'as une audience, t'as des gens qui t'attendent, t'as un fichier client rempli de plus de 2000 personnes partout dans le monde qui ont acheté ton livre. Tu peux leur réécrire, tu leur parles sur Twitter, tu leur parles sur WhatsApp, tu peux relancer le truc et ça fonctionne. Eh ben non, je ne l'ai pas fait. Pour une raison qui est inconnue et que je regrette aujourd'hui. Je pense que, bon, maintenant je suis à un autre stade de vie, mais peut-être qu'un jour je reprendrai ça. Mais ça a été aussi je sais pas, une révélation sur le fait que je ne croyais pas assez en moi. Et ça, c'est une erreur capitale. Pour tous les entrepreneurs et tous les gens qui ont des projets qui écoutent cette vidéo, c'est très important de poser le cerveau et de croire en vous. Poser le cerveau, ça veut dire arrêter de vous faire trop d'idées, arrêter de réfléchir trop, avancer et surtout ayez confiance en vous parce qu'il n'y a que vous qui êtes en capacité de choisir le meilleur pour vous. Et ça paraît bête, ça paraît bateau ce que je vous dis, mais je suis obligé de le dire à ce stade du podcast et surtout à ce stade de mon histoire. Moi, j'ai arrêté alors que ça marchait. Peut-être que j'aurais pu aller très loin, peut-être que j'aurais pu vendre 50 000 livres par an, peut-être que j'aurais pu faire une véritable maison d'édition, recruter des gens, peut-être revendre cette maison d'édition, qui sait. Bon, à l'époque, j'avais pas du tout cette vision, j'avais pas personne dans mon entourage pour me montrer le chemin ou quoi, et il n'y avait pas d'histoire sur internet qui racontait ça. Donc du coup, j'ai abandonné tout simplement. Et j'ai jamais écrit ce 3e roman. Affaire à suivre, peut-être que je recommencerai. Donc, vous voyez, le manque d'investissement financier, le fait de ne pas croire en soi, le fait de ne pas avoir confiance en soi, le fait de ne pas, en fait, le fait de lâcher l'affaire, en fait. Tous ces facteurs sont des facteurs d'échec par lesquels vous êtes obligé de passer avec le temps. Avec n'importe quel projet, avec n'importe quelle expérience professionnelle, avec n'importe quelle expérience personnelle, j'ai envie de vous dire, ça,
c'est quelque chose de primordial. Vous êtes obligé de faire toutes les erreurs possibles pour pouvoir avancer. Mais si vous ne provoquez pas, si je lance pas mon entreprise de skateboard, si je lance pas mes ventes sur le bon coin, si je lance pas mes templates WordPress, si je lance pas ma maison d'édition, je ne peux pas passer par toutes ces étapes et arriver là où je suis aujourd'hui. D'accord? C'est quelque chose de vraiment primordial dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Euh, Ça me paraît facile à dire pour moi, parce que c'est pas fini, j'ai eu plein d'autres histoires après. Mais s'il y a vraiment un message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est que vous êtes très mauvais juge de vous-même. Très mauvais. Vous avez une vision de vous-même, et là quand je vous dis ça, en fait, je me parle à moi. Vous avez une vision de vous-même qui est pas bonne. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. Et, et même si je vous connais pas, même si vous pouvez pas me répondre, peut-être dans les commentaires ou quoi, euh, c'est en fait c'est un véritable problème et certains n'en sortent jamais. C'est-à-dire ils passent toute leur vie à se battre contre eux-mêmes sans le savoir. Et même moi, hein, pour être honnête, hein, même moi encore aujourd'hui, je fais des choses malgré moi. Et c'est très psychanalytique ce que je dis. Et j'essaye de poser le cerveau au maximum et d'avancer et de lancer des projets, de faire des choses. Voilà. Je pense même que ça peut faire un bon titre pour la vidéo. Vous êtes mauvais juge de vous-même. Je vais voir quel va être le titre, mais vous êtes mauvais juge de vous-même. Je pense que ça peut être un bon titre, même si c'est pas très français, c'est pas très grave. Euh, Voilà, donc ça a été les premiers échecs. Après, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, mais qu'est-ce que tu as fait, Guillaume, si tu as arrêté, en fait, les livres? Ben, en fait, je me suis retrouvé à partir dans le monde professionnel. Et c'est à ce moment-là que toute l'expérience que j'ai accumulée, en fait, dans le web, m'a servi, puisque j'avais des amis qui ont lancé des startups, des boîtes, et moi qui étais en stage à l'époque, euh, premièrement dans une boîte anglaise et après dans une boîte allemande, en tant que développeur. Quand je suis revenu en France et que je suis venu vivre sur Paris, j'avais des amis qui avaient des startups et qui m'ont proposé de venir bosser comme développeur parce qu'ils savaient que j'avais de l'expérience et que j'étais là-dedans depuis des années. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer des applications web pour des startups. En vérité, j'ai commencé en 2012. À l'époque, je faisais de l'AngularJS 1.8 pour ceux qui connaissent. Ça, c'est très vieux, hein. On dirait qu'on parle de la préhistoire. Et j'ai découvert le monde de l'indie hacking, c'était le tout début. C'était pas aussi sexy que maintenant, là, l'après-Covid. L'indie hacking, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce monde où il y a des entrepreneurs seuls qui lancent des applications en ligne et qui leur apportent de l'argent. Soit des applications, soit des sites e-commerce, et qui se servent en fait des leviers de connaissances qu'ils ont sur le référencement, sur le design, sur le marketing, pour vendre en fait un produit, un service, comme s'ils étaient une entreprise du CAC 40, quoi. Et certains ont un succès phénoménal. La majorité n'auront jamais de succès, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est aussi d'acquérir de l'expérience. Et comme je vous le dis, d'essayer. Il faut essayer au maximum. Et donc j'ai été développeur et donc par la suite, j'ai bossé dans plus de 50 startups, en fait, sur les, les 10 dernières années, où là, je me suis retrouvé non pas dans une posture d'entrepreneur, mais une posture de prestataire. On peut dire entrepreneur parce que j'ai été freelance en fait, j'ai jamais été en CDI. Si, j'ai été en CDI 6 mois de ma vie. Mais j'ai été en fait en freelance toutes ces années-là. Et là aussi, j'ai vécu des échecs. Des échecs professionnels. Mais aussi, mais je dois l'avouer, sincèrement, beaucoup plus de succès professionnel que d'échecs. Mais ces échecs professionnels-là, ils ont été nécessaires. Ils ont été nécessaires pour me faire avancer là où je suis aujourd'hui. Parmi ces échecs, on peut penser à des trucs extrêmement basiques. Euh, je ne m'entends pas du tout avec l'équipe avec laquelle je bosse, parce qu'on n'a pas le même mindset, parce qu'on n'a pas la même vision. Je suis avec des clients qui sont malhonnêtes, qui me font travailler plus d'heures que ce que je devais travailler sur mon contrat. Je suis avec des clients qui ne payent pas, même si très honnêtement il y en a eu très peu.
Sincèrement, sur plus d'une centaine de missions, j'ai dû avoir deux trois clients qui me payent pas, mais on s'en souvient toujours. C'est ça qui est retort. Je dois gérer des négociations très difficiles, même si la négociation, ça me dérange pas, mais des fois, on négocie avec des clients et c'est extrêmement difficile parce que les gens ont leur caractère. Et voilà, et tout ça, ça m'a fait progresser pour être là où je suis aujourd'hui. Et sans toutes ces étapes, jamais, jamais de la vie, je suis ici et je témoigne de tout ce que j'ai fait. Jamais. C'est impossible. Et je pense que dans 10 ans, ce sera la même chose. J'aurai peut-être beaucoup plus de choses à dire. Ce sera beaucoup plus structuré. Ce sera beaucoup plus simple à écouter, beaucoup plus réfléchi parce que j'aurai l'âge que j'aurai. Mais je sais que je vais vivre plein d'échecs les 10 prochaines années, mais ils sont nécessaires pour arriver à des succès. Et ces succès, ce sont lesquels, et c'est peut-être sur le dernier sujet sur lequel je vais terminer cette première vidéo, ben, c'est tout simplement le fait de me trouver. Mon premier succès, c'est de m'être trouvé professionnellement et de m'être prouvé, en fait, contrairement à ma maison d'édition que j'avais abandonnée, que je suis capable de faire des choses utiles pour les autres et que les autres mettent de la valeur dedans. J'ai bossé pour Google, j'ai bossé pour Samsung, j'ai bossé pour Total Direct Energy, j'ai eu des postes à responsabilité, à gérer des ingénieurs. Aujourd'hui, je suis le directeur technique d'une grosse boîte américaine et je suis très fier d'être dans cette boîte-là. Et j'ai énormément appris sur le freelancing. J'ai amené des dizaines de gens à devenir freelance. Je les ai accompagnés. Je coach des CEO tous les jours de boîtes dans la Silicon Valley sur le produit, sur le management, sur la vision. Je coach des indie hackers, des gens qui veulent se lancer sur leurs produits. Voilà, tout ça, j'y suis arrivé en 15 ans. En accumulant ces échecs, en accumulant ces micro-succès. Et en fait, franchement, je me rends compte, c'est plus important d'avoir des gros échecs que des micro-succès ou des gros succès. Ce sont les échecs, ce sont les gros coups qui vous font avancer dans la vie. Et il faut le valoriser, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, il ne faut pas pleurer. La vie continue. C'est ce qu'il faut toujours se dire. Voilà, je finis cette première vidéo qui est totalement improvisée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment abusé. Hein. Bien sûr, j'enregistre comme ça ici. Je vais poster ça sur les réseaux. Je pense que j'ai été long par moments. Je pense que j'ai été chiant. Bon, en tout cas, vous me le dites. Et puis surtout, vous allez me dire de quoi vous voulez que je parle dans le prochain podcast. Je ne mets pas la pression. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le poster. Il y a plein de choses qui arrivent dans ma vie actuellement. Là, je suis aux États-Unis pendant quelques temps. Je vais revenir en France. Je fais construire dans mon sous-sol un studio parce que j'ai acheté une maison et je fais construire un studio dans lequel on sera beaucoup mieux pour discuter, pour tourner des vidéos. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que j'ai pas été très chiant et que mon histoire vous a inspiré. En tout cas, on se tient au courant. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me dire, allez-y dans les commentaires. Salut!